Bonjour Gaspard Glance. Bonjour. Tu es journaliste et fondateur du site Taranis News. Depuis le début du mouvement, tu couvres les manifestations des Gilets jaunes. Et ce week-end, tu as été interpellé. Tu as passé près de 48 heures en garde à vue. Alors la première question que j'ai envie de te demander, c'est comment ça va? Oh, ça va mieux là. Quand on sort de garde à vue, c'est comme si on sortait de coma en fait, un peu. Genre, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé pendant 48 heures, d'autant plus que dans mon cas, il s'est passé pas mal de trucs. Et il y avait quand même des gens qui souhaitaient mon anniversaire dehors, etc. J'ai juste eu le temps d'entendre, etc. Mais non, je vais très bien. Là. J'ai eu le temps de me reposer, j'ai eu le temps de voir un peu ce qui était en train de se passer. Je n'ai pas encore eu le temps de tout assimiler, mais j'ai même pas eu le temps encore de sortir mon reportage de la manifestation. Mais je vais le faire ce soir. Mais non, c'est vraiment très impressionnant. La mobilisation est incroyable. Enfin, je tiens à remercier mes avocats, Raphaël Kem, Faïnoa Pasquale, Boris Rosenthal, Vincent Filola, la coordination de soutien aux inculpés, tous les gens qui m'ont soutenu. Il y a énormément de gens qui se mettent à faire des dons. Enfin, je vais bien, mais je maîtrise. Enfin, j'arrive pas encore à réaliser ce qui est en train de se passer, quoi. Et c'est vraiment, c'est ça, c'est sortir d'un coma, quoi. C'est à coup. Et en plus, entre temps, c'est pas comme si c'était rien passé, quoi. Et donc voilà, c'est intéressant. Mon statut a un peu changé, quoi. Voilà. Ok. Ce que je te propose, c'est qu'on va revenir sur ton interpellation avec les images qu'on a, nous, ici en plateau, et que tu les commentes avec nous. Ça te va? Pas de problème. Alors là, Gaspard, on te voit face aux forces de l'ordre. Tu peux nous expliquer ce qui se passe? Alors, juste si vous pouvez faire pause. Alors en fait, 30 ou 45 secondes avant ça, j'étais un peu à droite de l'image là. J'étais derrière le dispositif. En fait, ils sont restés là un petit moment. Et c'est la CSI 75. Et en fait, le commissaire passe, donc c'est le chef de la compagnie, quoi, chef de toutes les unités qu'il y a là. Et il passe et il me fait: ah bonjour Gaspard, ça va? Enfin, et je rigole avec mes collègues photographes qui sont morts de rire de la situation, quoi. On est quand même dans, enfin, tout le monde se tire dessus là. C'est assez chaud, quoi. On est au milieu du lacrymo, etc. Et je dis en rigolant à mes collègues, et pour vous voyez quand même, et puis bon, l'ambiance est assez cool, il n'y a pas de problème, quoi. Donc je vois qu'il me connaît, etc. Voilà, bon. Et puis après, je me déplace, donc je suis leur mouvement là qui va vers la statue. Enfin, qui longe la rue, et en fait, même pas, je sais pas, 15, 20, 30 secondes après avoir parlé avec le commissaire, je me prends une grenade, mais à mes pieds, et elle a rebondi sur mon genou, et en fait, elle a qu'une seconde et demie de mèche, cette grenade d'encerclement. C'est celle qui explose le plus rapidement de tout l'arsenal de la police. Et donc, c'est pour ça qu'elle ne peut exploser qu'à 50 mètres maximum de eux, c'est qu'elle a explosé largement avant, même s'il l'a balancée de toutes ses forces, quoi. Et d'ailleurs, quand il la jette en l'air, elle pète bien avant d'avoir atteint le sol. Donc, si elle a rebondi sur mon genou, c'est qu'elle n'est pas été lancée de très loin, et qu'elle était a priori pour moi. Ensuite, autour de moi, on n'est que des journalistes. Il y a plusieurs plans qui montrent la situation. Il n'y a que des journalistes. Il n'y a pas de manifestants. Donc, soit la grenade elle est pour le journaliste, ce qui ne va pas de toute façon, soit elle est pour moi, ce qui ne va pas non plus, quoi. Donc il y a quand même un problème dans cette histoire. Ensuite, là, du coup, comme il venait de me dire bonjour en me parlant avec mon prénom, je me suis un peu emporté en disant mais il est quand même gonflé, quoi. Juste après, tous les mecs ils m'ont vu parler avec le commissaire, quoi. Donc je le cherchais pour lui demander genre c'est quoi ce bordel, regardez mon pantalon, quoi, j'ai pris feu, quoi, genre c'est pas normal. Et donc vous pouvez mettre la suite. La suite, ouais. Voilà, et là on le voit, tu vas te faire repousser par ce policier et tu lui fais un doigt d'honneur. Et puis tout de suite après, t'es interpellé. Alors comment tu l'as vécu sur le moment? En fait, donc, celui qui me repousse, en fait, c'est celui qui a le cougar, là, le gros lanceur de grenades lacrymogènes. Et quand j'appelle le commissaire, il me repousse, je suis à moitié tombé par terre, etc. Et ça m'a vraiment énervé parce que, à ce moment-là, c'était calme dans ce coin-là, il se passait rien, enfin, il n'y avait pas de raison d'être excité non plus, machin. Et je voulais voir le commissaire. Et en plus, il m'avait parfaitement vu lui parler juste avant. En plus, les mecs de la CSI 75, ils nous voient tout le temps, ils savent très bien qui on est. Et il y en a qui nous aiment, il y en a qui nous aiment pas aussi. Donc, je pense qu'il doit faire partie de l'autre catégorie, quoi. Et il m'a poussé comme ça, etc. Et ouais, ça m'a énervé parce qu'à un moment, je venais de me prendre une grenade. Je veux dire, je voulais juste voir le commissaire. Je veux dire, s'il y avait rien d'illégitime dans ma demande, machin. Et je l'avais pas agressé, je l'avais pas touché, je lui avais pas gueulé dessus. Je lui parlais même pas à lui. Enfin, je demandais dans le vent où était le commissaire, quoi. Enfin, et du coup, ouais, le doigt d'honneur, il est sorti tout seul, quoi. Enfin, c'était une réaction genre, ça va, calme-toi, quoi. Après, franchement, je rigolais avec les gars en garde à vue, mais c'était ça, quoi. Si on devait mettre en garde à vue tous les gens qui font des doigts d'honneur à la police en France, il va falloir en construire des gars. Des cellules de garde à vue, parce que rien que dans la manifestation, des policiers qui font des doigts d'honneur aux manifestants, on en a trouvé plein, hein. Donc à un moment, c'est quand même drôle que cette histoire, enfin, le doigt d'honneur devienne un symbole de tout ça. Enfin, ça devient ridicule, mais risible en fait, enfin, cette histoire.
Tu as déjà été interpellé par le passé. En quoi cette fois c'était différent? Bah, cette fois, je me suis bien fait éclater. À un moment, je le montrerai dans la vidéo de mon interpellation. Le flic, il m'a arrêté, clairement, il m'aime pas. Il m'a plaqué au sol. Il m'a écrasé son genou avec ses protections sur le casque. Au point. Alors, j'ai toujours pas compris comment ça s'est passé, mais mon casque, c'est un casque de snowboard. Fermé, il n'était pas ouvert. Il s'est retourné. Donc c'est pour ça que la GoPro se retrouve face à ma tête sur les photos en fait. En gros j'ai le casque ici. J'ai réessayé. Je sais pas comment le casque a fait pour faire un demi-tour. C'est impossible. C'est fait pour les chutes sur les rochers quoi. Enfin, et donc c'est pour donner l'idée de la force du truc quoi. Donc m'en suis plutôt bien sorti parce que j'étais couvert de protection donc à cause de la manif. Mais pour donner un exemple, bon là heureusement ça va. Là au coup, tu me montrais tout à l'heure ta marque d'interpellation aussi. Mais j'avais une protection genre c'est pour le tibia quoi au niveau du truc. Le coup de matraque télescope, il m'a laissé un bleu comme ça à travers une protection pour les tibias qui sont faits pour des coups de pied au foot quoi. Ils s'y sont pas allés de main morte quoi. J'aurais pas eu mon casque, mes lunettes ou machin, j'avais plus de tête quoi. Et heureusement ça s'est calmé assez vite parce que le commissaire justement a capté tout de suite ce qui se passait et il est venu calmer ses troupes et il a éloigné ceux qui étaient un peu les plus brutaux quoi. Mais j'étais en train de me faire latter. Mais vous allez voir sur les images de l'interpellation. C'est vénère quoi, et on sent qu'ils ont la rage quoi, genre des journalistes, le doigt d'honneur ils l'ont pas supporté, ils l'ont tous pris pour eux, et voilà, mais d'une violence, enfin, si à un moment, j'ai rarement vu des policiers interpeller des gens comme ça pour un doigt d'honneur, enfin, dans toute ma carrière, enfin, je sais pas, je les ai vraiment beaucoup vexés quoi, voilà. Alors ton audience, elle a été renvoyée au 18 octobre. En attendant, tu as interdiction de paraître à Paris tous les samedis, donc tu ne pourras plus couvrir et le 1er mai, donc tu ne pourras plus couvrir les manifestations des Gilets jaunes. Comment tu vas faire pour exercer ton métier du coup? Le risque est simple. Si je me rends alors que je suis en train de sous contrôle judiciaire d'interdiction de territoire dans la manif, je suis en prison. Enfin, c'est mandat de dépôt, potentiellement jusqu'à mon procès le 18 octobre. Donc 6 mois de prison, je suis pas très chaud quoi. En plus, c'est bien calculé parce que le temps maximum que passe quelqu'un en prison, s'il a rompu son contrôle judiciaire, c'est 6 mois. Et mon procès est dans 6 mois. Donc en fait, c'est vraiment, ils ont tout fait pour que si je vais à la manif du 1er mai, potentiellement, je vais 6 mois en prison. Quoi. Voilà, c'est un peu l'idée. Quoi. Et du coup, mes avocats ont attaqué le truc et il se trouve que la date d'audience est lundi. C'est plus vite que prévu. On s'attendait à ce que ce soit après le 1er mai. Donc on s'attend à ce que mes avocats arrivent à casser cette interdiction de territoire. De toute façon, elle est basée sur rien. Enfin, je veux dire, outrager un policier, même avec un doigt d'honneur, je ne suis pas certain que ça justifie un contrôle judiciaire et une interdiction d'exercer son métier à un journaliste. Enfin, voilà. Donc mes avocats vont attaquer ça lundi. Et je pense que voilà, le samedi, j'irai pas. De toute façon, j'ai pas envie de leur donner cette occasion de me foutre en... Ils attendent que ça, en fait. Laurent Nunez l'a dit sur RMC Info ou BFM, je sais plus. Ils attendent que ça, que j'aille à la manif pour me foutre en détention provisoire et me mettre au vert et être tranquille. Je vais pas leur laisser cette occasion. Je vais laisser à mes avocats toutes les armes à leur disposition pour bien pouvoir attaquer sans que j'ai fait de conneries, quoi. Et une fois qu'ils m'auront libéré de cet horrible contrôle judiciaire indécent, quoi, j'irai à la manif du 1er mai faire mon travail et on va suivre cette journée, quoi. Tu dis ils attendent que ça. Tu penses que tu déranges vraiment? Laurent Nunez avait l'air particulièrement énervé dans son interview. Je mesure pas trop exactement, parce que 48 heures de retard dans l'actualité, on se rend pas compte aujourd'hui, mais c'est énorme en fait. Là, en plus, enfin, c'est un fait particulier dont tout le monde parle, donc tout le monde a des trucs à dire et tout. C'est énorme, mais j'ai pas eu le temps en une nuit de rattraper les 48 heures de retard de ma garde à vue, quoi. Donc j'ai même moi probablement moins conscience de ce qui est en train de se passer que vous tous ici qui avez suivi le truc heure par heure, quoi. Mais c'est tellement contre-productif. Ils avaient déjà fait cette erreur avec moi, c'est pour ça que je comprends pas en fait. Et c'est pour ça que je suis un peu dans le doute sur certains trucs. C'est que à Calais, ils m'avaient mis sous contrôle judiciaire, ils m'avaient interdit de territoire, etc. C'était totalement contre-productif. Ça m'avait donné de la notoriété, ça m'avait donné de la légitimité, ça m'avait donné d'une certaine manière un soutien de la profession que j'aurais pas eu auparavant avec le seul statut de pigiste. Et ils viennent de refaire la même erreur au carré, quoi. Alors ok, toute la tête de la préfecture de police de Paris a été décapitée après l'affaire Benalla, donc on va dire qu'ils sont nouveaux et machin, mais quand même, quoi, faire 2 fois la même erreur, c'est un peu con, quoi. Je veux dire, à un moment, ils n'ont pas compris que je suis comme un champignon dans Mario en fait. Plus tu le tapes dessus avec le marteau, plus il grandit, il grossit en fait. Enfin, c'est exactement ce qu'il faut pas faire. Et je le dis, et vous verrez dans la vidéo de l'arrestation, je le dis au commissaire. Enfin, à un moment, mais vous êtes fous, libérez-moi. Enfin, genre, c'est bon, j'ai fait un doigt d'honneur. Vous n'allez pas m'emmener au commissariat pour ça. Vous n'allez pas m'empêcher de faire mon travail pour ça. Vous n'allez pas me mettre en garde à vue pour ça. Je veux dire, vous allez être ridicule et ça va buzzer. Je le préviens au moment de mon arrestation. C'était sûr. Au moment où je me fais arrêter, il y a un 360 degrés de photographes qui se forment autour
autour de moi, ils sont obligés de se mettre en protection, machin. Enfin, c'est presque plus la manif le sujet, c'est mon arrestation, quoi. Ça sentait déjà pourri pour eux. Enfin, il fallait arrêter les frais tout de suite. Il fallait, ok, c'est bon. Je me suis fait pousser, j'ai eu un doigt d'honneur. Moi, j'ai pas été violent. J'ai outragé, mais j'ai pas été violent. Lui, il m'a poussé. Voilà. Et puis, accessoirement, je m'étais pris 20 grammes d'explosifs dans la jambe aussi, quoi. Je veux dire, à un moment, la proportion, voilà, quoi. Alors après, j'ai lu dans le procès-verbal que les policiers, moi, pour gonfler le truc, ils m'ont accusé de les avoir traités d'enculés, de m'être débattu au moment de mon arrestation, etc. Mais c'est ridicule. Déjà, le nombre d'images qu'il y a, plus celles qui n'ont pas encore été publiées, mais qui vont sortir, ça va leur faire mal d'avoir raconté autant de conneries, quoi. Alors, on t'a souvent reproché, à travers ton journalisme, d'être proche de mouvements d'extrême gauche. Tu réponds quoi à ça? Que je suis pas militant, je suis plus militant depuis l'Union nationale lycéenne, j'avais 17 ou 18 ans, je viens d'en avoir 32, j'aimerais vraiment qu'on passe à autre chose, quoi. Genre mon métier depuis 10 ans, exactement depuis ce mois d'avril, c'est journaliste à 100%, c'est mon métier, j'ai rien fait d'autre et je mets quiconque au défi de trouver qu'est-ce que j'ai fait de militant sur ces 10 dernières années, quoi. Rien, parce que justement, je sais qu'on m'attend là-dessus, on me dit ça depuis que j'ai commencé à faire le journaliste, c'est vous n'êtes pas journaliste, vous êtes militant, vous n'êtes pas journaliste, vous êtes militant, etc. Et mon boulot tout le temps, c'est d'essayer de montrer que non, je fais un travail de journaliste, non, je respecte les règles. Et c'est pour ça que je ne vais pas cramer mon contrôle judiciaire samedi et lundi. Si ça tenait qu'à moi, je l'aurais fait. Mais mes avocats, ils ont réussi à me raisonner. D'ailleurs, ils sont très forts, hein, franchement, ils sont très bons. Parce qu'à la base, j'étais prêt à aller en tôle, quoi. J'étais dit, à un moment, quand j'ai vu la déclaration de Laurent Nunez, j'étais en flamme, quoi. C'était là, genre, tu veux jouer au bluff, quoi. Genre, à un moment, t'es capable de mettre un journaliste en France en prison pour un fuck. Ok, allons-y, quoi. Jouons à ça, quoi. Genre, mets-moi à Fleury-Mérogis pour un doigt d'honneur à un policier, quoi. Et puis, vu ce que ça fait en 48 heures de garde à vue, j'ose même pas imaginer ce que ça va faire si on me met en prison. Et j'étais à 2 doigts d'y aller, quoi. Mais en fait, non, je préfère que mes avocats aient les armes pour le faire proprement, quoi. Histoire que ça soit rapide et que ce soit pour toujours, quoi. Et que cette fois-ci, ils comprennent, quoi. Que mon exemple serve pour tous les autres photographes et tous les autres journalistes. Foutez-nous la paix, arrêtez de nous tirer dessus. Sur le comptage de blessés, on représente 10% des blessés dans les manifestations. Il n'y a pas 10% de journalistes en manifestation, on doit être 1 ou 2% sur le total. Des photographes et plus caméramans à Paris, on est 20 ou 50. Je ne sais pas combien il y a de manifestants, mais 100 fois plus, 1000 fois plus, donc 100 000 fois plus parfois. À un moment, c'est pas normal qu'on représente 10% des blessés, ça veut bien dire qu'on est visé, quoi. Et pourtant, on est surprotégé en plus. Nous, on a des casques, nous, on a des protections que n'ont pas les manifestants, parce que soit ils se les font chourer au checkpoint, soit ils en ont pas tout court, soit ils n'ont pas assez de thunes pour se payer tout l'équipement d'hockeyeur qu'il faut maintenant pour aller en manifestation sans se faire éclater. La situation est vraiment devenu compliqué pour la presse. Alors, on t'a notamment aussi reproché de refuser de faire ta demande de carte de presse. Ça, tu réponds quoi aussi à ça? Alors, ma carte de presse, j'y ai droit depuis plusieurs années, selon tous les critères de demande de carte de presse. Et je la demande pas pour plusieurs raisons. La première et la principale, c'est qu'il y a une injustice énorme dans la délivrance de cette carte de presse. Beaucoup de salariés ici doivent le savoir. 80% des images qui sont issues des manifestations sont issues de journalistes qui n'ont pas de carte de presse. Le photographe de Libération qui me prend en photo et qui bosse très souvent pour Libération, il n'a pas de carte de presse. Quand à ma sortie de garde à vue, il y avait LCI, Europe 1, etc. Je me suis amusé à demander aux journalistes qui avait la carte de presse et qui ne l'avait pas. C'était la moitié qui l'avait et la moitié qui l'avait pas. Parce qu'il faut dire qu'elle n'est pas obligatoire aussi. Mais elle n'est pas obligatoire, elle ne définit pas la profession de journaliste. Ça permet un abattement fiscal, ça permet des places au tribunal réservées à la presse, et je crois que c'est à peu près tout en fait. Enfin, voilà, mais c'est pas ça qui reconnaît, qui définit la profession de journaliste. Fiscalement, c'est que plus de la moitié de vos revenus sont issus de la vente de contenu d'information sur le dernier trimestre. Juridiquement, c'est le statut d'auteur, INSEE, auteur, artiste, photographe, etc. Et la carte de presse, c'est un plus, mais c'est pas la définition du truc de journaliste, non. Et du coup, tu vas faire la demande ou pas maintenant? Alors en fait, ce qu'on va faire, quand j'ai vu que la commission, enfin les syndicats, etc., que tout le monde était derrière, on s'est réunis un peu à plusieurs photographes, même quasiment tous en fait, photographes, journalistes de Paris qui sont habitués des manifs, des mouvements sociaux, etc., qui prennent tous cher, qui ont tous été blessés au moins une fois sur les dernières années, etc. Et on a dit en fait, c'est notre moment en fait. C'est maintenant qu'il faut tous la demander en fait. Et je vais pas demander ma carte de presse en fait, on va faire un carton comme ça et on va tous la demander là. On est quoi, 50, 60, une centaine peut-être. Et certains ne répondent pas à tous les critères, mais on va les coopter. Ça veut dire qu'on va montrer, on va donner des preuves en disant qu'ils sont sur le terrain avec nous. Ils ont fait qu'une vente ou deux sur le dernier trimestre, ça remplit pas tous les critères, etc. Mais le monde il a changé aujourd'hui, donc les critères d'attribution de la carte de presse ils doivent changer. Ils doivent nous inclure dedans parce qu'au final, ceux qui prennent les risques sur le terrain pour amener les images qui sont publiées dans les médias, qui sont publiées
pour illustrer la crise des Gilets jaunes, c'est nous qui les ramenons. Donc à un moment, la carte de presse, je trouve qu'on la mérite un peu plus que les présentateurs qui commentent nos images, quoi. Alors qu'eux, ils l'ont. Donc à un moment, je crois que la commission a compris, je crois que les syndicats de journalistes ont compris, et je crois que... Et j'en suis très heureux, mon affaire, d'une certaine manière, met ça en lumière et va régler ce problème. Et si on arrive à régler ce problème, c'est un grand pas pour la liberté de la presse dans ce pays, parce que ça fait 10 ans qu'on galère avec ça, vraiment. Genre, toutes mes interpellations, toutes mes gardes à vue, comme 21 à Strasbourg, Calais, 2 fois, Paris, 3 fois, à chaque fois, j'aurais eu une carte de presse, je ne serais jamais allé en garde à vue. Voilà. J'ai eu 9 procès. Le seul que j'ai perdu, c'est l'histoire du talkie-walkie. J'ai juste eu une amende de 500 €. Voilà, c'est tout. Mon casier judiciaire, il est vierge. J'ai un trait dessus. Comme n'importe quelle personne qui a un casier judiciaire vierge. Cette espèce de délire oppressif, en fait, non seulement ça ne marche pas avec moi, peut-être que ça marche avec d'autres, mais en plus, c'est totalement contre-productif. Et moi, je trouve ça dingue. L'audience que ça me donne, jamais autant de personnes ont parlé de Taranis News, jamais autant de personnes ont donné à Taranis News, jamais autant de personnes ont soutenu ce que je fais, ce que les autres font au sein de l'équipe, et surtout, ce que j'essaie ce que je veux vraiment, c'est que mon exemple serve pour les autres. C'est-à-dire, il y a d'autres photographes, il y a d'autres journalistes on a tous le même âge, on a 20, 30 ans, on en chie, on gagne pas notre vie, etc. Mais on apporte l'information. On est ceux qui sont au plus proche de ce qui se passe et pas derrière aux 500 mm à filmer tranquille sur une terrasse. Non, on est devant et au point qu'on entend ce que la police et les manifestants se disent. Et on risque nos vies, quoi. Il y a plusieurs journalistes sur les 3 dernières années qui ont eu des doigts arrachés, autant que les manifestants, quoi. Et je parle même pas du matériel qui vaut une fortune, le prix d'une bagnole, qui se fait éclater à coups de matraque quasiment une fois par mois, quoi. Une pige photo dans un média papier, c'est 50 à 100 balles. 150 balles maximum si tu arrives à négocier ou que t'es potes avec le directeur photo. Une pige vidéo, ok, ça peut aller de 250 à 750 €, mais derrière, on a 50% de taxes, comme tout le monde. Donc à un moment, il faut aussi prendre ça en compte. On est indépendant. Donc, ok, quand le client te paye, il te donne 500 €, mais à la fin, quand tu as déduit tout ce qui reste, bon, tu as quand même fait une manif, tu as gagné 150, 200 €. Une caméra, ça coûte 10 fois ça. Donc en fait, il faut 10 actes des Gilets jaunes où je fais une vente pour me repayer une caméra détruite. À peu près, quoi. Sans compter les dons. Et c'est pour ça que là, les dons, c'est formidable. Les dons, ça permet la quantité de dons. Oui, parce que depuis ton arrestation, les dons n'ont pas cessé d'augmenter sur ta page Tipeee. 5 000 €. On était à 10 fois en dessous. C'est incroyable. Les reportages, le financement des reportages sur les 5 à 6 prochains mois sont tous garantis. Quoi qu'il arrive, même si on sort de France et qu'on part faire des reportages ailleurs, etc., on a été plusieurs de Taranis, même des anciens, à se dire, bon, là, ça nous était jamais arrivé. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, quoi? Justement, parce que on a toujours rêvé d'avoir ces moyens pour faire des reportages auxquels on n'avait pas accès. On a quand même fait, et je tiens à le citer parce qu'il a été arrêté aux Comores là, récemment, Louis Vuitteur et Cyril c'est des copains journalistes, ont été arrêtés aux Comores récemment. Je crois qu'ils sont évacués vers la France pour une histoire assez sombre. Mais Louis Vuitteur, on est parti avec la 306 de sa grand-mère qui avait déjà 280 000 bornes de Lorraine jusqu'en Serbie au moment de la crise des Balkans en 2015 pour faire un reportage sur les réfugiés. On avait 0 commande de aucun média. On est parti aussi avec une copine journaliste et on a fait 6000 km en voiture avec nos propres moyens. On a cramé toutes nos thunes parce qu'on a fait 0 vente. Mais moi, j'ai fait un documentaire, lui a publié ses photos. Et ça reste pour moi le documentaire qui m'a le plus impliqué, etc. Et que je trouve... le meilleur dans ce que j'ai pu faire, de ce que j'ai pu donner de machin, et qui a été le pire à réaliser. Et on a fait ça avec 600 €, quoi. De budget, genre hôtel, voiture. Bon, c'est vrai que dans l'Europe de l'Est, ça coûte pas cher, mais tout ça pour dire que là, j'ai 10 fois les moyens de faire ça par mois, là. Alors, ok, on peut éviter de vivre autant à l'arrache que de dormir dans une voiture et peut-être dépenser un peu plus en reportage et aller à l'hôtel cette fois, au moins une fois tous les 3 jours. Mais juste la possibilité là que nous ont donné les gens avec les dons, elle est colossale. Chance maximum, j'ai pas eu de destruction trop au niveau du matériel au moment de mon arrestation. C'est le pied de la caméra qui a pris, pas la caméra. Donc j'ai vraiment de la chance sur ce coup-là parce que j'ai été traîné par terre plusieurs fois et tout machin. La caméra était dans mon dos avec le Serflex, donc je savais pas dans quel état elle était en fait. J'ai pas osé regarder jusqu'au milieu de la nuit de peur que ça me foute les boules, quoi. Mais la caméra n'a rien, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et donc ces fonds peuvent être utilisés pour faire du documentaire direct. Et on va se faire plaisir, quoi. Et puis il y a une autre histoire.
histoire qui est très drôle, c'est que pendant ma garde à vue, pour une raison qui reste du secret médical, mais bon, pour être très clair, ils m'ont donné ni à boire ni mes médicaments pendant 36 heures, quoi. J'ai été évacué à l'hôpital Saint-Antoine par les pompiers dimanche soir de ma garde à vue. Et j'ai découvert à cette occasion qu'ils sont en grève depuis 1 mois et demi. Et que, oui, les urgences. Ouais. Voilà, les urgences. Et que c'est vraiment intéressant parce qu'il n'y a pas de syndicat, que ça vient vraiment de la base et qu'ils se battent depuis 1 mois et demi et que j'ai eu le temps de discuter un peu de ce qui se passe. Ça m'a hyper intéressé et j'ai eu envie d'aller faire un sujet. Et je me disais, bah tiens, au final, je suis allé en garde à vue, mais au moins j'ai trouvé un sujet à aller couvrir. Donc je leur ai promis que j'allais revenir dès que tout ça sera passé, quoi. Mais c'est-à-dire cette semaine ou la semaine prochaine, dès que je peux. Mais voilà, même en garde à vue, je garde encore l'idée de trouver des... Voilà, mais les dons nous donnent la possibilité de faire des trucs qu'on ne pouvait pas faire avant. Et ça, c'est vraiment formidable. Et je ne mesure pas encore la solidarité. J'aimerais pouvoir dire merci à tous les gens un par un, mais il y en a tellement, ça va tellement vite que j'arrive pas en fait. Mais merci, enfin à tous. C'est nous donner les moyens de faire ça. Je vais tout faire pour qu'on soit à la hauteur, quoi. Et j'espère qu'on va l'être. Mais au final, merci Laurent Nunez, hein, merci Castaner, merci le préfet de police, merci. Mais quelle bande, enfin, mais quelle connerie, quoi. Et il le savait en plus. Enfin, je lui ai dit 3 ou 4 fois au commissaire, enlevez-moi ces serflex, laissez-moi retourner travailler, mais faites pas ça, quoi. Vous savez, vous me connaissez par mon prénom, donc vous savez qu'est-ce que je fais. Enfin, vous savez ce que vous êtes en train de faire, genre ça n'a aucun sens. Je vous ai fait un doigt d'honneur, je le reconnais. Je lui ai dit, j'étais prêt à signer une reconnaissance de faute tout de suite, une amende, un PV, un truc, je sais pas quoi, et puis je repars, c'est bon, mais pas besoin de m'emmener au commissariat, de me mettre 48 heures pour un doigt d'honneur, quoi. Je veux dire, voilà. Tu as dû voir sur les réseaux sociaux que pas mal de journalistes ont pris ta défense. Tu as même eu l'immense honneur d'avoir le soutien de Jean-Michel Apathy. J'ai adoré. J'ai regardé la vidéo 4-5 fois, je crois. Et il est sincère en plus. Hein. On le sent, il est sincère. Il lève le poing, quoi. Genre, Jean-Michel Apathy qui lève le poing en me soutenant, ça, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt. Je l'ai remercié, j'étais sur Europe 1 hier soir. Je l'ai remercié. C'est pas quelqu'un que je soutenais particulièrement. Voilà, j'ai même clashé avec lui sur Twitter en lui demandant la dernière fois qu'il avait été sur le terrain il y a quelques semaines pour le provoquer parce qu'il y avait un débat sur le fait que j'étais journaliste ou pas. Je crois qu'il avait dit que j'étais pas journaliste ou un truc comme ça et je lui avais répondu, et vous, c'est quand la dernière fois que vous avez fait du terrain en fait? Et du coup voilà, mais là, en fait, il s'est passé avec Jean-Michel Apathy ce qui s'est passé avec tous les photographes et JRI de Paris. C'est-à-dire que en fait, tous les journalistes se sont rendus compte qu'on est tous dans le même panier là. Qu'en fait, ce qui m'est arrivé à moi, ça peut arriver à n'importe quel autre journaliste. À partir du moment où tu décides de montrer ce qui ne veut pas être vu, c'est ce qui va t'arriver en fait. Et donc, si à un moment on laisse passer ça, tous journalistes, ça va nous arriver à tous en fait. Donc à un moment là, tout le monde se sent concerné, même Jean-Michel Apathy, quoi. Et justement, c'est formidable. Et je le remercie vraiment, sincèrement. C'est-à-dire que parce qu'il a, il a réussi à avoir l'intelligence de se dire, ok, là, ça a changé. C'est plus comme avant. C'est plus l'espèce de division qu'il y avait entre les jeunes journalistes militants, là, les espèces de racailles de manif et la presse mainstream, machin. Non, en fait, on est tous dans le même panier. On fait tous la même profession et le soutien des sociétés de journalistes. Enfin, ouais, j'ai vraiment versé une larme hier soir. Je te le dis sincèrement. Et c'était pas parce que j'étais fatigué ou non, sincèrement, c'était vraiment émotionnel, quoi. Genre, j'ai été soutenu par la société des journalistes de BFM Télé, quoi. Enfin, enfin tous, enfin c'est formidable, merci à eux, quoi. Enfin merci à vous, vous êtes dans la liste, hein. Ouais. C'est un moment, si de mon cas on peut régler le problème de cette sorte de carte de presse pour les jeunes journalistes et photographes qui prennent tous les risques en manifestation, si de mon cas on peut un peu arrêter de parisianiser la profession et que tout le monde s'entende un peu mieux parce qu'on défend au final tous les mêmes droits, même si on n'est pas d'accord éditorialement, etc. Au final, on veut quand même tous pouvoir faire notre travail librement, dans un pays libre, etc., sans être entravé par la police, sans être entravé par la justice, sans être entravé par le pouvoir exécutif. Et ça, à partir du moment où tout le monde est derrière et tout le monde est d'accord, c'est formidable. Si c'est moi qui ai servi d'étincelle à ça, j'en suis vraiment heureux, quoi. Et j'ai pas là du tout l'impression d'avoir la maîtrise de ce qui se passe, en fait. J'ai l'impression qu'on se sert de moi comme d'une espèce d'arme contre ce qui est en train de se passer, quoi. Mais j'en suis ravi. Allez-y. Enfin, genre, si mon cas peut servir d'exemple pour régler... Il y a eu d'autres photographes encore récemment. L'année dernière, avec le lycée Arago, un photographe de la Meute avait fait, je crois, 70 heures. Donc il avait fait toute sa garde à vue 48 heures et il avait passé 2 jours au dépôt avant d'être reçu par le juge.
juge. C'est ce qui me serait arrivé. On était le week-end de Pâques quand j'ai été arrêté. Si j'avais pas eu ma notoriété, j'aurais été comme lui au dépôt pendant 2 jours, le temps que le juge se pointe, etc. Et donc à un moment qu'un photographe qui est juste là pour documenter une occupation de lycée se retrouve 4 jours en détention, c'est du délire. Et à un moment, on n'en avait pas parlé parce qu'il n'était pas connu. Si à un moment je peux me servir de ma notoriété comme un bouclier pour moi, c'est bien. Si je peux m'en servir comme un bouclier pour les autres aussi, c'est encore mieux. Et franchement, on en a vraiment besoin, quoi. On en a marre de se faire arracher la gueule. On en a marre de se faire mal payer. On se fait payer en 90 à 120 jours. Je suis en train de récupérer des factures du mois de décembre, là. Et encore, je suis obligé de l'étaner, quoi. Ça, c'est un autre sujet, mais à un moment, nos conditions de vie, quand on voit ce qu'on nous demande pour avoir un loyer, j'ai 30 balais, quoi. J'en ai pas 20, quoi. Ok. Pourtant, ma situation économique, elle est la même. Ok, parce que j'ai consacré un peu de thunes à acheter du matériel de professionnel, mais j'aurais pu le faire autre chose, j'aurais pu m'acheter une voiture, ça serait venu au même. Hein. Mais en gros, aujourd'hui, entre une vie à 20 ans et une vie à 30 ans, il y a peu de différence en fait, en termes économiques. On gagne la même chose, on a toujours aussi peu de possibilités de louer des logements avec des garants si on n'a pas la famille derrière ou des trucs comme ça. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir la famille derrière, tout le monde n'a pas la chance d'avoir la famille qui a les moyens d'avoir habité à Paris, c'est juste impensable. Enfin, pour les journalistes, c'est pas facile. Si on arrive à tirer de cette histoire quelque chose de positif et quelque chose qui change la donne, alors feu à volonté, quoi. Si c'est le moment de tirer, mais il faut y aller. Parce qu'à un moment, on en a vraiment chié, là. On en arrive à un point, on en a vraiment marre aussi, quoi. On a eu cette discussion à la fin de ma garde à vue avec justement les gars qui étaient venus. Et vraiment, c'était mon anniversaire, ils sont venus souhaiter mon anniversaire. Ouais, tu fêtais tes 32 ans. C'était incroyable comme moment. Enfin, je sors de ce truc, j'ai des amis et d'autres gens que je connais pas. Enfin bref, on s'est retrouvés à quelques-uns et on se disait, ouais, il y a un avant et un après. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont venus me soutenir, qui sont des gens avec qui je suis embrouillé depuis plusieurs années. Pour des raisons diverses, des fois connes, des fois professionnelles, des fois personnelles, etc. Mais il y a eu une espèce d'union, et quand on m'a dit, ils ont passé la journée devant le commissariat à t'attendre, etc. Mais je m'y attendais pas du tout, quoi. Genre, mais surtout pas d'eux, quoi. Et du coup, même, ils ont réussi un truc. Ils ont réussi à unir des Parisiens qui se détestent. Je ne sais pas si tu vois à peu près comment les Parisiens sont en général. Moi, je ne suis pas de Paris, donc je peux me permettre de les critiquer. Mais ils sont assez... Voilà. Et en gros, réussir à unifier une profession aussi... casse-couille, c'est comme les pubards, les photographes ou les journalistes ou les communicants, tu vois, c'est des professions qui sont humaines, c'est un peu humainement difficile de travailler, quoi. Et vous en savez quelque chose aux médias, n'est-ce pas? Et donc du coup, ils ont réussi à unir une profession qui était divisée derrière une cause commune, quoi. Et bon, après, on demande juste l'application de la loi. Au final, on demande même pas, on revendique même pas un nouveau droit, là. On demande juste l'application d'une loi qui existe déjà. C'est ça qui est quand même dingue dans cette histoire. C'est que la carte de presse, pour ces gens-là, on demande juste à ce que le système soit adapté au monde réel d'aujourd'hui, quoi. Voilà. Merci Gaspard d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci beaucoup pour votre invitation. À très bientôt. À très bientôt.